Chose à vous dire par rapport évidemment aux deux dates qu'on a rencontrées ce lundi et ce mardi, donc à la fois Yom HaZikaron ainsi que Yom HaAtzmaut. Yom HaZikaron, vous le savez, c'est ce jour qui a été institué pour se rappeler de toutes les personnes qui sont mortes parce qu'elles sont juives. Il n'y a pas que les soldats, il y a toutes les personnes qui ont été victimes d'attentats. Donc il y a un jour qui leur est consacré pour repenser, réfléchir, leur porter hommage. Ce sont des personnes qui ont montré, de par leur existence, que, en tout cas pour les soldats, ce sont des personnes qui sont capables de mettre toute leur vie au service de cette cause qu'ils appellent sauver le clan Israël. Ça veut dire on est dans le domaine de ce qu'ils appellent le sommet du Kiddush Hashem. Un jour, il y a un élève qui est allé voir Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un des plus grands décisionnaires de la planète, et il lui dit voilà, j'ai envie d'aller pèleriner à Méron, parce que là-bas, vous avez les tombeaux de tous les plus grands maîtres de la Mishnah. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a un peu plus en haut à Tzfat, Bet Shammai, Bet Hillel, tous les maîtres de la Mishnah. On a Rabbi Meir Balalès un petit peu plus bas, peu importe, mais en tout cas, dans tous les plus grands. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit mais tu peux aussi parfaitement rester à Yerushalayim et pèleriner au cimetière du Har Herzl, du mont Herzl, parce que là-bas, tous les militaires qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils sont juifs, et donc ils sont à un niveau de Olam Haba absolument incommensurable. L'idée est très simple, quand on est prêt à donner à sa vie pour quelque chose, ça prouve que la chose vaut quelque chose. Elle a une valeur incroyable. Ouais, lorsque vous avez des personnes qui sont prêtes à rester pendant 2 jours devant l'Apple Store pour être le premier à acheter le iPhone 18, alors vous en déduisez peut-être que l'iPhone 18 va amener un sauvetage et quelque chose de magnifique pour la personne qui va l'avoir. Ouais, ça prouve le prix que tu es prêt à payer, prouve la valeur de la chose. Maintenant, ça c'est la force du marketing qui ont fait croire que l'iPhone 18 sera la panacée universelle. Mais quand une personne est prête à donner sa vie entière, au nom d'Akadosh Baruch Hu, il est exactement dans ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Et il montre à quel point Hashem vaut quelque chose. Donc il a donné quelque chose d'incroyable à Akadosh Baruch Hu. Hashem lui a donné la vie, il est capable de lui rendre de quelque chose de grandiose par rapport à ça. Et comme vous savez, alors c'est complexe de zapper de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, d'autant plus aujourd'hui qu'on c'est un Yom HaAtzmaut un petit peu complexe, qui nous oblige, nous, les Juifs du monde entier, à porter un regard de réflexion quant au rapport que le Juif doit entretenir avec sa terre, la terre d'Israël. Et je pense à mes yeux, il n'y a pas de plus belle référence que la première fois où Rashi, le plus grand des commentateurs de tous les temps, 1040-1105, va prendre pour la première fois la plume et a posé un commentaire sur le livre de la Torah. Et contre toute attente, au lieu de commencer directement par commenter le terme Bereshit, qu'il va commenter Bereshit, il va donner un commentaire très très puissant. Avant même ça, il entame son commentaire à partir, alors il y a plusieurs thèses. Est-ce qu'il s'agit du père de Rashi lorsqu'il va citer Amar Rabbi Yitzhak? Alors c'est qui? Ce n'est pas le père de Rashi. Bon, je sais qu'il y a plusieurs thèses là-dessus. Soit c'est le père, soit c'est un midrash, mais on n'a pas trouvé ce midrash. Ah, pourquoi on appelle ça le Pirouche Rashi? Il cite souvent le midrashim et Rabbi Yitzhak l'Agadi, c'est un immense Agadi. Ouais, peut-être. Oui ou non? Ou bien Rabbi Yitzhak, le père de Rashi, peut-être? Pourquoi pas? Rav Shlomo Israki. Bon, en tout cas, de façon classique, a priori, ça fait partie du Pirouche de Rashi, le commentaire de Rashi. En tout cas, Rashi a quand même le mérite de l'amener. En tout cas, c'est Rashi qui l'amène. Voilà. Donc Rashi commence son commentaire, non pas pour expliquer que veut dire Bereshit, qui est un mot intraduisible, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il commence par nous poser une question extrêmement audacieuse, et on va lire ensemble ce Rashi, et qui va s'avérer être d'une actualité assez époustouflante. Donc je lis en hébreu, je traduis immédiatement en français, vous avez le texte, il y a encore des textes ici pour ceux qui n'ont pas.
Le texte nous dit la chose suivante. Savez-vous? Amar Rabbi Yitzhak a dit Lo hayat tzarich le'atril et ha'Torah ela me'achodesh hazeh lachem. C'était pas la peine de commencer la Torah par ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'ordonnancement des jours de la création. Le premier jour il a créé, deuxième jour, troisième jour. On n'aurait pas dû commencer la Torah par ça, mais par quoi on aurait dû commencer la Torah? Par Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci est pour vous, qui est la première mitzvah qui a été donnée aux Juifs en tant que peuple. Ouais, chez mitzvah Rishona, chez Nistavu Israël. Donc, premier point, j'appelle ça un petit peu presque de l'impertinence. Avant même d'ouvrir le livre de la Torah, le commentateur Rashi vient dire mais on n'aurait pas dû commencer par ça. Ça me rappelle un petit peu la façon israélienne de communiquer. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je suis déjà pas d'accord avec toi. Mais laisse-moi le dire, je suis pas d'accord. Mais attends, ouais. Ça veut dire, à peine on commence la Torah, au lieu de commencer à laisser la Torah se dérouler, tu commences à dire, mais pourquoi ça commence par ça? Ouais, donc c'est extrêmement bizarre. Donc la Torah n'aurait... Par le récit de la création, on aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem, la première mitzvah qui a été donnée aux Juifs en tant que peuple. Et de poursuivre, ou Mata'am Pata Bebereshit, et donc quelle est la raison pour laquelle, puisque normalement, on aurait dû débuter, alors je vous explique le présupposé de cette remarque. Pourquoi on aurait dû débuter par la première mitzvah donnée aux Juifs en tant que peuple? À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Ok, autant, mais peu importe, c'est la première mitzvah qui est donnée aux Juifs en tant que peuple. Mais il y a une problématique. Pourquoi? Parce que la mitzvah qui était donnée à les Juifs, d'accord, on peut dire qu'en début de création, il voulait que tout Adam va garder toute la Torah. Ouais. La Torah n'était pas encore donnée. Oui, oui. Et on est arrivé à un point qu'on est donné cette part, c'est une petite partie de Oui. Hora'a, qui veut dire l'enseignement, comme ça explique le Maharal de Prague. Les horot, c'est enseigner. Horé, aussi en hébreu, ça veut dire accoucher, parce que finalement, un enseignement, c'est faire accoucher l'autre, le thème de la maïotique. Puisque la Torah, c'est un enseignement, maintenant, qu'est-ce que j'attends de la Torah? Qu'elle me donne les instructions for use, le mode d'emploi. On a une création qui s'appelle le monde, on a une créature qui s'appelle l'individu, les deux ont été créés par Hachem. Comment la créature peut s'harmoniser avec la création? C'est très simple, tu as ici un code de loi qui s'appelle les 613 mitzvot qui vont t'apprendre à pouvoir t'harmoniser avec la vie. Je donne un exemple, ne serait-ce que de la parachète cette semaine dans la parachète est mort, elle évoque l'interdiction de pratiquer une castration aussi bien chez les individus, chez les hommes, que chez les animaux. On n'a pas le droit, d'après la halakha, de castrer un chat ou une chatte. On n'a pas le droit de faire ça pour des chiens ou pour quiconque, et d'après certains, même par le biais d'un vétérinaire non juif. Donc la Torah a complètement proscrit l'idée. Alors maintenant vous allez dire, mais c'est bizarre, parce que castrer c'est vraiment pratique. Quand on a une cité dans laquelle il y a une prolifération de chats, si tu commences pas à castrer, mais ça va être la catastrophe, ouais, la castratrophe, ouais, je sais pas comment on appelle ça, ouais. Mais, ouais, et pareil, ouais, lorsqu'on castre des taureaux, eh bien, la viande apparemment serait beaucoup plus appétissante, le taureau serait un peu moins nerveux, et donc on a beaucoup d'avantages à castrer des animaux. Et pourtant la Torah formellement interdit. Alors le chinour,
explique pourquoi on ne peut pas, parce que, alors il y a deux strates d'explication qui sont magnifiques. La première, c'est de dire que la Kadosh Baruch Hu a prévu un écosystème. Quand bien même il y aurait une prolifération des chats, Akadosh Baruch Hu mesure ce qui se passe dans la vie et saura trouver exactement quelle sera l'utilité de tous ces chats. Et donc ne t'immisce pas dans la façon que Hachem a mis en place une puissance au niveau de son écosystème. Première explication du Chinour. Deuxième explication du monde des maîtres de la Chassidoute qui vont dire toucher à la castration, c'est d'une certaine façon toucher au point le plus phénoménal de ressemblance que l'homme ou que l'animal a avec Hachem. Hachem est le Dieu par excellence créateur, et l'homme a une puissance aussi de procréation. Et les animaux ont aussi une puissance de procréation. Venir intenter à ce qui a été mis en place par Akadosh Baruch Hu en termes de procréation, c'est finalement gommer la trace visible de la main invisible qui se trouve chez tous les êtres du monde. Et donc il est absolument important de ne surtout pas toucher à ce point commun avec Hachem qui est le point peut-être le plus puissant. On a une dimension démiurgique dans notre faculté à procréer, eh bien ce point-là, il est absolument interdit de le toucher. Donc ça veut dire que la Torah va t'apprendre par le biais de tonnes de mitzvot à appréhender ton rapport à la nature, à appréhender ton rapport au monde. Donc on aurait pu parfaitement se passer du récit de la création, on aurait pu tout simplement le relayer à ce qu'on appelle un livre d'histoire, histoire juive. On l'aurait mis dans les chapitres, ouais, histoire juive, ouais, histoire de... Ouais. Maintenant, donc c'est le présupposé de la question, il faut bien comprendre la question. Maintenant, pour de bon, la Torah a quand même décidé de commencer par le récit de la création. Alors, Umatam demande Rashi, quelle est la raison pour laquelle la Torah va commencer par Bereshit, par le début, par l'ordonnancement de la création, Mishum, à cause d'un principe qui ressort d'un verset dans Tehillim, qui dit la chose suivante. Le verset dit Koach ma'asa vigid le'amo la tête la'em nachalad go'im. Je traduis. La puissance de ces faits, il guide l'amo. Il a dit à son peuple. Donc Hachem a voulu montrer, faire la parade de la puissance de son acte, de ses actes, de tout ce qu'il fait. Pourquoi? Ça veut dire qu'il nous a donc déroulé dans le début de Bereshit la façon qu'il a eu de créer le monde avec un premier jour que la lumière soit, un deuxième jour séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas pour laisser émerger des eaux d'en haut qui sont des monticules colossales de glace beaucoup plus grandes que la Terre, mais c'est fabuleux. Et le troisième jour, un regroupement de tous les océans pour passer d'un monde aqueux à un monde qui va laisser l'émergence à une forêt amazonienne. Mais c'est féerique, mais quelle puissance! Et le quatrième jour, ce sont toutes les galaxies, les astres, le soleil, la lune et toutes les étoiles. Mais c'est féerique, c'est incroyable, c'est bluffant. Le spectacle de la création est bluffant. Et le cinquième jour, tous les animaux. Yves de la jungle, et t'as le roi lion, t'as tout ça, c'est incroyable. Et sixième jour, t'as l'homme, et waouh! Donc on est époustouflé devant la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Pourquoi? Élément de réponse, la tête, dit le Tehillim, la M Nachalat Goïm, pour leur donner, Nachalat Goïm, l'héritage des nations. Nachala, l'héritage, on parle ici de la tête d'Israël. Toute cette parade colossale, juste pour justifier le fait que Hachem va nous donner ce qui est considéré comme l'héritage des nations. Et explicitation de Rashi, troisième moment du Rashi, Sheim Yomru Umot Haolam, car si demain les nations du monde, Rashi écrit ça entre 1040 et 1105, ce sont des dates de naissance et de disparition. Donc si les nations du monde vont dire à Israël et Israël, Listimatem shekevashtem aratzot shivat goim, vous les Juifs, vous êtes des brigands, parce que vous avez conquis la terre qui appartenait aux 7 peuples. Rappelez-vous, lorsque Yehoshua a remplacé Moshe pour rentrer le peuple juif en Israël, on appelle ça la conquête d'Israël.
Conquête veut dire qu'on a conquis. C'est quoi qu'on a conquis? Il y avait une terre qui n'était absolument pas vierge. C'est pas du tout Marco Polo aux Amériques. C'est une terre qui était déjà occupée par 7 peuples structurés qui avaient imbibé cette terre d'Avodazara, d'idolâtrie, de plein de choses qui n'étaient pas comme il faut. Et lorsque Yahushua débarque, avec la force de la guerre et des prières, il va réussir à renverser les 7 peuples pour pouvoir installer une présence juive. Donc tôt ou tard, alors attention, ces peuples n'existent plus. Ne croyez pas qu'en fait il y avait parmi ces peuples les Palestiniens, cette invention du XXe siècle, donc aucun rapport. Mais en tout cas, historiquement, nous ne sommes pas arrivés sur une terre vierge. Cette terre était occupée déjà par les 7 peuples. Eh bien, donc les Goïms vont utiliser cet argument en disant, mais qu'est-ce que vous foutez vous ici? Vous êtes des brigands, les Juifs sont des brigands. Alors tu vas leur dire, Omrim la haine, les copains, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, vous n'avez rien compris. La terre, elle est ni à moi ni à vous. Elle est à Hachem. Et Ubera'a, c'est lui qui a créé la terre. D'ailleurs, regardez un peu ce spectacle, cette parade de la création, c'est lui qui l'a créé. Ubera'a unetana la asher yashar be'enav. Et il l'a donné à celui qui est droit à ses yeux. Beretsono netana. Il leur a donné de plein gré, donc ces 7 peuples l'ont occupé de plein gré parce que Hachem leur a laissé la possibilité de l'occuper. Uberetsono netla mehem, et de plein gré, c'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, netela, il leur a prise, même ou netana nous, il nous l'a donné à nous. Donc tu vas leur répondre, la terre n'appartient ni à toi ni à moi, elle appartient à Dieu. Maintenant, s'il me l'a donné, c'est qu'elle est à moi. En tout cas, c'est lui qui veut que j'y sois. Ça, c'est donc la réponse qui est marquée dans Rashi. Donc je répète Rashi en trois parties. Vraiment une question. On aurait dû squeezer tout. Alors, c'est pas que le récit de la création en fin de compte. On a dû squeezer tout le livre de Bereshit. Donc vous prenez la Bible et vous scalpez le premier cinquième. Le premier cinquième, vous le scalpez. Vous mettez dans l'histoire. Et la Bible devrait commencer par la première mitzvah qui a été donnée aux Juifs en tant que peuple. Parachet Shemot. Détente. C'est cocasse comme démarche, Ah ok, alors pourquoi Béhémet? On a laissé Bereshit dans le canon biblique. Réponse à cause de ce principe. Il est important qu'on t'enseigne que le big boss, c'est Hachem. C'est lui qui a créé la terre. La terre sur laquelle tu pourras avoir des revendications territoriales, un problème de légitimité, sache que cette terre, elle appartient à Hachem et pas aux hommes. Voilà ce que dit ici Rashi. Il y a 3 questions à poser au niveau de l'étude de Rashi. La première, si on est vraiment logique, sa question est grandiose. On aurait dû scalper tout le livre de Bereshit. Il est inutile, c'est un livre d'histoire. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les frères, la jalousie, Dina, Shrem, tout ça, c'est très joli, c'est vrai, mais c'est un livre d'histoire. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. On aurait dû l'enlever. Maintenant, demande le Ramban Nachmanide, la réponse que donne Rashi est une réponse partielle par rapport à l'ampleur de la question. Dans la question, tu dis, t'aurais dû enlever tout le livre de Bereshit. Dans la réponse, tu dis non. Il fallait quand même me renseigner que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Mais ça, me dire que Hachem a créé le monde, ça peut se dire en 20 versets, pas en un livre. Tu m'aurais fait le déroulé fantasmagorique de la création du monde, et après tu aurais enchaîné à Chodesh et Zelachem, tout est donné. Donc le Ramban attaque Rashi en lui disant, finalement la réponse, la question est grandiose, enfin, est ample, et la réponse, tu m'expliques pourquoi il y a un tout petit peu de Bereshit, mais tu vas pas expliquer pourquoi j'ai Abraham, et Yitzhak, et Adam, et Caïn, et Havel, et Yosef, et Pharaon, et on s'en fiche tout ça. Donc finalement, la réponse, elle est partielle. Première question. Deuxième question qui devrait brûler dans vos lèvres, mais j'ai pas le temps de vous laisser ça parce que nos oreilles ont trop subi. Donc, regardez. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce type d'... Est-ce que vous voyez demain répondre à l'ONU? Répondre à l'ONU, mais vous comprenez, mais il y a eu, je sais pas, la délégation Balfour, on s'en fiche, et trucs, ok. Tu sais quoi, j'ai the big argument. Ouais. Alors on va les mettre plat de couture là. Vous savez quoi, on va faire un post Insta, on va cartonner, On a la solution. Tu sais pourquoi on y est? Parce que le bon Dieu il a voulu. Bah oui, vous y étiez. On a qu'à dire la même chose pour les Palestiniens, vous y étiez. Mais il y a un changement qui fait que le bon Dieu il a voulu qu'on y soit. C'est bon, on est clé? Ah, d'abord, Hachem, on aura grâce à ça, maintenant l'approbation du monde entier.
On va avoir tous les fils pour venir nous tirer les pompes, on va dire taïno, on s'est trompé, en fait compte vous avez raison. Si vous y êtes, c'est que le bon Dieu voulait, donc ok, tout va bien. On appelle ça des arguments de croyants. C'est bidon. Parce qu'il va te dire, mais moi j'y crois pas à ton Dieu, ou bien je crois à un autre Dieu. Ouais, et Mohamed il dirait autre chose. Et Jésus, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est pas des arguments, donc c'est bizarre ce qu'il raconte Rachi. Je me sens pas du tout armé avec ce Rachi. On va essayer de comprendre, ouais. Maintenant, vous voyez quand même l'actualité assez incroyable de Rachi. Petite parenthèse, je vous rappelle, 1040-1105. Ouais. Il est né en 1040, il est parti en 1105. Donc il évoque ici une problématique qui nous colle à la peau depuis au moins 48, au moins 1948. Maintenant, troisième question, alors c'est un peu plus subtil, je m'adresse à ceux qui ont pas encore le coup de barre de l'après-manger, ouais, donc moi je l'ai pas parce que je n'ai pas encore mangé, mais peut-être qu'il y en a qui résistent. Regardez, c'est un peu subtil. Le verset sur lequel Rachi appuie sa thèse, c'est de dire, il y a marqué dans le Teilim que Koach Ma'asav Vigid Lamo la tête la Nachalat Goïm. La puissance de ses actes, il l'a dite à son peuple afin de lui donner l'héritage des nations. Donc il y a un message d'Hachem qui raconte à son peuple, une Haggadah, les Haggid, il raconte ô combien il est le boss du monde. Finalement, le livre de Bereshit est un récit de la puissance d'Hachem, en tout cas le début de la paracha de Bereshit, et le récit de la puissance, et qui est un récit qui s'adresse à qui, dit le texte, Koach Ma'asav Higid le Hamo, il a dit à son peuple. C'est un message qui concerne son peuple, okay, afin de lui donner l'héritage des nations. Maintenant, dans l'interprétation que Rachi fait de ce verset, alors on se retrouve avec quelque chose qui est bizarre, parce que Rachi dit, comme ça, grâce à ça, si demain les goïms viennent te traiter de flibustier, de voleur, de brigand, vous allez piquer la terre des 7 peuples, tu vas leur dire, c'est marqué dans la Torah qu'Hachem c'est le boss, et c'est lui qui a créé le monde. Et vous voyez en fait qu'il y a ici un décalage entre le message du verset et l'interprétation de Rachi. Je schématise. Le verset évoque une parole de Dieu vers le peuple juif, et puis d'un coup, dans l'interprétation de Rachi, c'est plus Dieu qui parle. C'est le peuple juif qui répond au goïm, donc on est descendu d'un étage. Donc l'interface n'est plus Dieu, son peuple, mais c'est l'interface, le peuple juif, avec les goïms. Mais qui a permis à Rachi de faire ce décalage? Le verset ne dit pas ça. Le verset dit qu'il y a un récit de Bereshit, de la puissance des actes d'Hachem, qui est destiné ce récit à qui? À qui il s'adresse? C'est en local. C'est aux juifs. Il ne s'adresse pas aux non-juifs. Comment Rachi prend ce message et l'exporte dans une interface juif, non-juif? Bizarre. Vous comprenez le problème ou pas? Subtilité. Voilà, on a les 3 questions, maintenant on va dérouler la réponse. Une des éléments de réponse. L'élément de réponse est donné par le Ramban d'abord, qui répond à sa propre question en disant, c'est vrai, la question était gigantesque. Pourquoi tout le livre de Bereshit? Et tu dis une réponse qui est partielle, bon, il fallait quand même que je te dise que Hachem c'est le boss du monde, il a créé le monde en 7 jours. En 6 jours, pardon. Ouais. Et ça, demande le Ramban, mais ça se dit en 20 versets, pas plus que 20 versets. Pourquoi tu t'en livres? Élément de réponse, le Ramban. Regardez comment c'est incroyable. Pour te dire que tout le livre de Bereshit peut s'entrevoir avec une trame commune à tout ce qui se passe dans Bereshit. La trame commune est la suivante. Dis-moi comment tu te comportes au niveau éthique et je te dirai quelle sera ta pérennité sur la terre. Tout le livre de Bereshit est une illustration de ce théorème. Dis-moi comment tu te comportes. Si tu te comportes à carreau, tu auras une pérennité sur la terre. Tu ne te comportes pas à carreau, tu vas être dégagé de la terre. Premier exemple. Adam et Chava, faute. Boum! La porte de sortie est ici, monsieur et madame. Vous sortez du Gan Eden. Caïn tue son frère Evel. Boum! Il devient promoteur immobilier. Waouh, la classe! Ouais. Sauf que il ne peut jamais se sédentariser. Il passe sa vie de ville en ville comme un troubadour.
alors que c'est le plus grand promoteur immobilier du monde. Ouais. Caïn. Et ensuite, tu vois à travers toute l'histoire, donc tu as une sorte de grille de lecture très intéressante, par le crible de cette idée, dis-moi comment tu te comportes, je te donnerai ta pérennité sur la terre. Ça, c'est ce que répond le Rambam. Premier élément de réponse. Maintenant, je continue. Donc oui, on avait besoin de tout ce Sefer Bereshit pour te donner toutes les gammes d'illustrations de ce principe pour qu'il puisse être présent à l'intérieur de toi. Tu veux de la pérennité dans la vie, elle est immédiatement liée au monde de la méritocratie. La pérennité, ça se mérite. Point barre. Ça, c'est donc le premier point. Première chose. Deuxième chose, nous dit Rashi, ce principe, je le tire d'un Teilim, qui est Koharma Savigidlamo, la puissance, il a dit pour lui donner l'héritage des nations. Alors on demande à Rashi, mais alors pourquoi tu interprètes ce principe dans une. Tu le sors de sa cible, c'est-à-dire que normalement c'était un message qui est adressé de Hachem vers le peuple juif, et d'un coup tu en fais un message du peuple juif vers le Goïm. Élément de réponse. Je dois être dans une telle conviction que ma pérennité dépend de mon état d'éthique. C'est un message qui est tellement présent à l'intérieur de ma vie, dans chacune des choses que je fais, que le jour où je serai en Israël, sur la terre d'Hachem, eh bien, je la mérite dans mon quotidien tellement cette terre, que je pourrais hypothétiquement tenir le choc d'une plainte que je pourrais rencontrer de non-juifs qui viendraient me dire « Ouais, c'est bien beau, ouais, mais on était là avant vous. » Et je pourrais m'émouvoir avec une petite sensibilité gaucho ou de gauche tout simplement, et me dire « Ouais, c'est vrai quand même, c'est pas sympa pour les personnes qui habitaient ici, qui ont été délogées. » Je pourrais être honnêtement un petit peu... Mais si je pars du principe que je fais tout mon possible pour mériter d'être sur cette terre, parce que je fais mes mitzvot, parce que j'essaie d'être le plus en accord avec Hachem, alors d'une certaine façon, je suis tellement convaincu que je n'aurai pas un discours avec la personne qui est venue me voir, parce que ça ne sert à rien, c'est un discours de croyant. Mais moi, je ne suis pas dérangé par cette revendication. Vous comprenez l'idée ou pas? Rashi est en train de façon extrêmement subtile de nous armer en nous disant, si tu as bien compris la leçon, alors toi, lorsque tu seras sur place, sois suffisamment honnête, authentique, pour être quelqu'un qui est digne d'habiter à État d'Israël. C'est pas un droit, c'est un devoir, et une fois qu'on est dans ce devoir, à nous d'être dans une perspective de véritable alia. Ça, c'est ce que veut dire ici Rashi. Je vous rappelle, ça fait plus de 1000 ans qu'il a écrit ça. Donc pour nous, ça peut être un véritable gouvernement. Maintenant, c'est très très intéressant ce rapport à la terre d'entrée de jeu dans le texte de la Torah, parce que on aurait pu penser que le peuple juif pourrait, et là on revient à cette idée, s'affranchir du rapport à l'espace. C'est qu'en fait, Rachid dit, on aurait dû commencer la Torah par Achodesh, etc. Parce que finalement, on le sait, le peuple juif va incarner non pas les bâtisseurs de l'espace, mais les bâtisseurs du temps, pour reprendre le titre de ce rabbin, historien, Avraham Eshel, des États-Unis, qui a écrit un livre qui est magnifique, qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, qui explique, Avraham Eshel, qu'à travers les siècles, le juif n'a pas construit dans l'espace, il s'est investi dans la faculté de convertir chaque instant de son existence dans un rapport à l'étude de la Torah. Pratique des méthodes et étude de la Torah. Et il démontre notamment, c'est assez fascinant, que j'ai lu il y a pas mal de décades, et qui avait beaucoup marqué, notamment un des arguments que je retiens, il démontre en tant qu'historien qu'au XVIIe siècle, dans l'Europe centrale, ça n'existait pas une ville, une bourgade, un village, où n'importe quel juif qui rentrait du boulot, qu'il soit médecin, qu'il soit tuteur, qu'il soit ébéniste, qu'il soit plombier, peu importe les professions de l'époque, qu'il ait un centre dentaire ou pas, non, je rigole, ça n'existait pas à l'époque. Alors, lorsqu'il rentrait à la maison, avant de rentrer à la maison, il passait pas 1 heure à 2 heures au Beth Midrash. Alors maintenant, c'est important au niveau historique. Ça veut dire que n'importe quel juif dans l'Europe centrale, je ne sais pas ce qui se passe, on a moins de traces au niveau historique dans le monde maghrébin
des juifs qui se sont développés beaucoup dans le monde maghrébin, dans l'Afrique du Nord. Mais en tout cas, j'ai aucun doute aussi qu'il y avait un rapport à l'étude de la Torah qui est très fort. En tout cas, là, on a des preuves dans le monde d'Europe centrale, le monde ashkénaze. Eh bien, rappelez-vous, au XVIIe siècle, c'est une époque où 99% de la population européenne, et donc mondiale, était totalement analphabète. Puisque même la France, qui sont assez futuristes, il faut attendre 1881, un certain Jules Ferry, grand-père d'eux, qui va mettre en place le principe de l'école obligatoire. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ne vont à l'école que des fils de bourgeois dont les parents sont conscients que c'est important d'avoir une éducation, donc ils apprennent l'alphabet ou un peu plus que l'alphabet en payant des tuteurs. Donc il n'y a que les enfants de riches qui ont accès à la culture. Et ça, c'est en France. Donc en fait, le peuple juif, en tout cas le monde de l'Europe centrale, avait 300 ans d'avance sur l'impératif du rapport au texte. Je ne sais pas si vous imaginez, on parle parfois de supériorité juive intellectuelle, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il existe une véritable supériorité intellectuelle, mais il existe une supériorité d'entraînement, ça c'est sûr, en tout cas à l'époque. Ouais, à l'instar de... Il y a des nations qui ont une faculté particulière dans un domaine, par exemple. Qui pourra rivaliser la nation russe dans les échecs? Impossible. Impossible. Ils biberonnent les échecs, ouais. Qui pourra rivaliser les Éthiopiens dans leur gestion du marathon? Impossible. Qui pourra rivaliser les Français dans leur puissance de contestation? Mais impossible. On est les auteurs de la CGT, de tous les mouvements de contestation, oui. Donc, chaque nation a son génie. Eh bien, là aussi, le génie juif, c'est l'obsession de l'étude et du rapport au texte. Ça, c'est donc ce qui est marqué. Donc, j'aurais pu penser que le juif, à force de bâtir le temps, pourra se passer de l'espace. Et en fin de compte, non. Non, frère, non, c'est ça que veut dire ici le Rashi. On a deux périodes fastes, les deux plus belles périodes fastes du peuple juif. On a, dit le Rav Yitzhak Koutner, d'un côté, on a l'époque du don de la Torah au Sinaï, donc l'épopée du Sinaï, le désert dans le désert, qui va être l'époque la plus faste en termes d'étude de la Torah. Évidemment, on a reçu la Torah par Moshe Rabbeinu, donc ça va être le moment où le peuple juif sera au sommet en termes de l'étude de la Torah. Et plus tard, 1000 ans plus tard, le peuple juif va atteindre son équinoxe en termes de pratique de la Torah grâce au Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. On a donc deux phases qui sont des phases de référence, des pivots de l'histoire. Un, le sommet de la Torah, l'autre, le sommet des mitzvot en terre d'Israël. C'est intéressant, le sommet de la Torah s'affranchit de la terre d'Israël puisqu'il est dans le désert. Mais maintenant qu'il y a la terre d'Israël, alors maintenant le sommet arrive chez Shlomo. Et les kabbalistes, de façon extrêmement belle, font une remarque magnifique que Shlomo sont les mêmes lettres que les Moshe. Shlomo, qui est Salomon, peut se lire les Moshe vers Moshe. Et tout se passe comme si l'ancrage dans les mitzvot grâce au temple doit en permanence être en mode connexion avec la Torah de Moshe. Il y a ici un méli-mélo sur la terre d'Israël, à la fois de l'étude la plus puissante et en même temps de la pratique la plus élaborée, merci. La plus élaborée dans son rapport à Hachem. Voilà un petit peu le triptyque. Donc je répète, Rashi vient nous dire qu'on aurait pu croire que le peuple juif fait abstraction de la dimension espace, et pourtant cet espace, il sera en permanence une trame générale de tout le livre de Bereshit, il est extrêmement important. Regardez par rapport à cette idée comme quoi le peuple juif s'est investi dans le temps, et on aurait pu penser qu'il en reste là, et les goïms étaient intéressés aussi à ne pas reconnaître l'État d'Israël, notamment le monde chrétien, parce que reconnaître l'État d'Israël, ça veut dire que finalement, on n'a pas été banni par Akadosh Baruch Hu. Regardez, je vous ai amené deux citations ici très intéressantes. Ouais, une c'est peut-être la question et l'autre c'est peut-être la réponse, je les ai fait parler ensemble. L'une de Mark Twain et l'autre de Jean-Paul II, j'ai déjà cité Mark Twain mais j'ai pas cité Jean-Paul II. Regardez, Mark Twain dit une chose extraordinaire, les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se levèrent, emplirent la planète de bruit et de splendeur, puis s'évanouirent et s'éteignirent. Les Grecs et les Romains suivirent, firent un bruit considérable et ils ne sont plus. Les Juifs les a tous vus, le Juif les a tous vus, les a tous vaincus et reste ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité due à l'âge, aucun affaiblissement de ses rôles, aucun ralentissement de sa vigueur, ni engourdissement de son esprit vigilant et dynamique. Toute chose est mortelle sauf le juif,
quel est le secret de son immortalité? Question qui est posée par Mark Twain. Et un élément de réponse très intéressante est amené par Jean-Paul II. Regardez ce que disait Jean-Paul II qui a essayé d'œuvrer pour rabibocher la synagogue, enfin l'église avec la synagogue. Regardez ce que dit Jean-Paul II. Il dit: la permanence d'Israël est un fait historique et un signe qui doit être interprété comme le dessein de Dieu. Il reste un peuple élu, l'olivier pur sur lequel ont été greffées les branches de l'olivier sauvage que sont les gentils. Nous devons nous rappeler comment la permanence d'Israël est accompagnée d'une fécondité spirituelle continue à la période rabbinique, au Moyen-Âge et dans les temps modernes. Il voit ici le fait que le peuple juif s'est toujours investi dans son temps et dans son étude, qui aurait été, qui serait selon lui, une forme un gage de pérennité pour le peuple juif. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on se retrouve avec le Rashi, l'introduction de la Bible, de la Torah, comme étant deux dimensions que le juif doit développer de façon extraordinaire. Une dimension temps, et à défaut de terre, eh bien, on a passé notre vie à bâtir notre temps. Mais une fois que maintenant il y a une terre, alors il y a un enjeu absolument extraordinaire de pouvoir réunir à la fois le Shlomo et le Shlomo de l'Emoshe pour essayer d'utiliser cet espace qui va être ce point de jonction avec Akadosh Baruch Hu. Je finis juste sur cette... j'ai pas eu le temps de tout vous dire, vous avez compris pourquoi. Un point extrêmement intéressant par rapport à la terre d'Israël, qui est ramené par Rav Hirsch, qui fait une remarque auquel on n'a pas forcément pensé. Tout le monde sait en fait qu'Avraham Avinu a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, donc à l'extérieur d'Israël. Puis un jour, Hachem lui dit: Lech Lecha, va pour toi, mi artzecha de ta terre, mi molatecha de ton pays natal, ou mi beit avicha de la maison de tes parents. Ouais, donc il lui demande de partir et il va se retrouver où, à Abraham? En Canaan, donc en Israël. Ce que fait remarquer Rav Hirsch, c'est qu'Hachem ne lui a jamais dit d'aller en Israël. Donc soit il a rencontré un délégué de l'agence juive qui lui a dit: écoute, viens, on te paye le billet là, gratuit. Ouais. Soit il y a quelque chose qui s'est passé dans le tropisme que Abraham va générer par lui-même pour aller en Israël. Et le Rav Hirsch va trouver ce tropisme. Il va expliquer un truc incroyable. Il fait la remarque suivante, que va y avoir Abraham be'eretz ad mekom Shrem. Donc il est passé, donc encore une fois, il va en voyage en mettant zéro destination sur le Waze. Et pas, il ne commence pas le Waze. Il avance. Puis d'un coup il arrive ad mekom Shrem, jusqu'à la ville de Naplouse, Shrem. Ad Elon Moré, jusqu'à la plaine de Moré. Vea Kenani Azabaharetz, et le Kénanéen, donc c'était, cette terre était occupée, elle n'était pas vierge, ouais. Vayera Hachem al Avraham. À ce moment-là, il a une apparition d'Hachem qui lui dit: Vayomer les Aracha eten et haaretz azot. C'est à ta descendance que je donnerai cette terre-là. Il a construit un hôtel, l'Hachem Aniré Elav, pour Hachem, qui lui est venu en rêve. Alors maintenant, regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Le Rav Hirsch fait un truc incroyable. Il dit: tout se passe comme si Abraham est arrivé à Naplouse, ouais. Il a planté sa tente, et à ce moment-là, il lui dit: tu sais quoi? Bingo, c'est exactement là où je voulais que tu ailles. Donc c'est pas qu'Hachem lui a dit: tu vas là-bas. Il lui a dit: elle arrête Hachem Areka, vers la terre que je t'indiquerai. La première fois qu'il lui indique, c'est ici, mais il y était déjà. Ça sert à quoi un panneau, ouais, d'indication qui t'indique là où tu es déjà? C'est un petit peu comme dans les métros. Vous êtes ici, ouais. Ici, ouais. Vous êtes ici, ouais. C'est quoi ce panneau ici? C'est un panneau ici qu'il a mis. Élément de réponse de la vie, j'ai entendu qu'il non. Avraham Avinu, il a planté sa tente, nous précise le texte, entre deux vallées. Dont, précise Rav Hirsch, l'une est connue pour son aridité et l'autre est connue pour sa fertilité. La petite parenthèse, si vous vous promenez un petit peu en Israël, vous verrez à quel point c'est incroyable les contrastes de paysages entre la fertilité et l'aridité. Vous avez la même chose aux States, sauf que vous passez de la Californie au Nevada, à peu près 8 ou 9 heures d'avion. Ouais. Ça veut dire, dans un petit périmètre, tu peux abriter deux microclimats complètement opposés. Abraham plante sa tente là, parce qu'il se dit Rav Hirsch, que s'il y a de tels contrastes au niveau du microclimat, c'est que cette terre, évidemment, ce n'est pas que de la botanique. Il y a des leviers spirituels qui gouvernent cette fertilité ou cette aridité. Donc en fait, c'est une terre de tous les défis. C'est une terre sur laquelle tu ne vas pas rester en mode électroencéphalogramme spirituel plat.
il y a de l'enjeu. S'il y a de l'enjeu, ça m'intéresse, dit Abraham. Ça t'intéresse? Abraham dit, tu sais quoi? Hachem lui dit, tu sais quoi, bingo, c'est exactement là où je voulais que tu ailles. Ça veut dire, Hachem presque attendait ce choix positif de Abraham de choisir une terre de tous les défis, Béhémet, la terre d'Israël, pour avoir les personnalités les plus incroyables dans la Gdoucha, et peuvent aussi malheureusement à Mavdil, les personnalités les plus graves au niveau de la Touma, mais c'est toujours excessif. C'est un monde, et c'est pour ça que le monde israélien est tellement clivé. Ouais, regardez un peu comment c'est incroyable. 300 millions d'Américains, 2 partis politiques. Démocrates et républicains. T'as combien? 7 à 8 millions. 7 à 8 millions d'Israéliens. T'as déjà 11 partis officiels politiques qui passent la barre d'admissibilité. Et t'en as 11 autres qui rêveraient passer la barre d'admissibilité, ouais. Ça veut dire la barre de c'est un truc de fou, ouais. Ça c'est la terre de tous les excès. Ouais, mais ça c'est la terre d'Eretz Israël. Voilà, je m'arrête là. Et il reste qu'on puisse tous être zorés de grandir là où on est évidemment et à terme de pouvoir rentrer en Eretz. Merci beaucoup.